Bonjour Jean-Marc Jancovici. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est la deuxième fois en plus que vous venez sur la chaîne. Je vous avais reçu il y a près d'1 an et demi, quasiment 2 ans, pour une première vidéo à l'époque qui avait pour objectif d'être une forme de grande introduction à tout un tas de sujets liés au climat et liés à l'énergie. Aujourd'hui, si ça vous va, on va revenir davantage sur des problématiques dont on entend parler dans l'actualité en ce moment, alors qu'ils vont faire écho à ce qu'on avait vu à l'époque, mais avec aussi des liens sur l'actualité. On va parler notamment de l'actualité internationale, de l'intelligence artificielle, de la question de la France dans tout ça, notamment en matière d'énergie. Et puisqu'on est sur YouTube, encore une fois, on a 1 heure ensemble, donc on a le temps de développer tout ça. On verra ce qu'on veut traiter selon la façon dont va la discussion. Et au passage, avant de commencer, merci beaucoup parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre nos grands formats, que ce soit les reportages, que ce soit les interviews, bref, merci vraiment pour ça. Et pour nous soutenir et ne pas louper la suite, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes encore près de 70% à nous regarder très régulièrement et à ne pas être abonné à la chaîne. Donc vraiment, n'hésitez pas à vérifier et à le faire. Je vous laisse avec l'échange. Simplement pour vous présenter, pour ceux peut-être qui ne vous connaissent pas, vous êtes ingénieur, vous êtes notamment cofondateur du Shift Project, un groupe de réflexion qui vise à éclairer et influencer le débat sur les défis climat-énergie, avec notamment la perspective de l'élection présidentielle qui paraît lointaine mais qui finalement va arriver assez vite. Et c'est la première question que je veux vous poser pour donner un peu de contexte à tout ça. Il y a la présidentielle en 2027. Quel rôle est-ce que vous souhaitez jouer, que ce soit personnellement ou collectivement avec The Shift Project, dans ce cadre-là ? Alors, les deux rôles se confrontent parce que j'ai pas l'intention d'ici là et même après ça de faire autre chose que président du Shift Project. Le Shift Project est une association qui a été créée en 2010 et qui vise à rassembler tous les gens, toutes les entreprises plus précisément, qui ont envie que la transition se fasse. Et ce qu'on fait, parce qu'on est quand même des grands démocrates, c'est qu'on essaye à intervalles réguliers de s'emparer d'un problème et soit de rendre un rapport en disant voilà comment on pense que le problème se présente, parce que souvent il peut y avoir des malentendus sur la façon dont le problème se présente, soit on sort des propositions. Alors lors de la dernière élection présidentielle en 2022, on avait fait quelque chose qui rassemblait toutes les propositions qu'on pouvait faire, qu'on avait appelé très pompeusement, le plan de transformation de l'économie française. Ça fait titre de rapport. Oui, ça fait titre de rapport. Là-dedans, on avait regardé sur 15 secteurs différents ce qu'on pouvait proposer. Donc sur la manière de déplacer les gens, la manière de déplacer les marchandises, la manière de gérer les bâtiments, la manière de gérer certains secteurs industriels, la manière de gérer l'agriculture, etc. Donc on avait fait un certain nombre de propositions. Là, nos ambitions, c'est de refaire la même chose en plus gros et en mieux. On va dire que c'est ça. Et alors le gros intérêt de ce genre de travail, il est certes d'exister et de peser éventuellement dans le débat au moment de la présidentielle. Alors la manière dont nous, on entend peser dans le débat, c'est pas en se présentant aux élections, c'est en faisant suffisamment de bruit avant et en parlant à suffisamment de gens avant pour qu'il y ait des éléments un peu consensuels qu'on retrouve dans le débat au moment de l'élection. C'est ça notre ambition. Alors un peu folle, parce que faire du consensus dans ce pays, c'est pas toujours simple, mais c'est vraiment ça notre ambition. Et en fait, là où on a vraiment de l'impact, c'est pas en arrivant à 15 jours de l'élection, la bouche enfarinée, en disant « Tiens là, on a une idée géniale, est-ce que vous voudriez pas la prendre ?» La bonne façon d'avancer, c'est de travailler avec plein de gens avant, parce qu'en fait, les alliés, on se les fait au moment où on travaille avec eux. Donc l'idée, c'est qu'on travaille avec beaucoup de gens, dans beaucoup de secteurs, en leur demandant leur avis, en leur disant en cours de route, tiens, on pense à ça, qu'est-ce que vous en pensez, avant de leur dire, voilà notre avis, c'est définitif, vous prenez ou vous aimez pas. Et donc, avec cette méthode de travail, on a l'intention, d'ici à la présidentielle, finalement, de cranter le sujet dans un certain nombre de secteurs un peu précis. Parce que vous avez parlé de mesures, et donc dans ce cadre-là, vous faites au passage une collecte de fonds pour justement permettre de réaliser tout ça. Alors, la raison à cela, elle est qu'on n'est pas qu'on est des gens affreusement vénaux. C'est qu'en fait, les combustibles fossiles, c'est-à-dire le pétrole, le gaz et le charbon, ayant fait la totalité du monde qui nous entoure, comprendre comment on pourrait s'en débarrasser en gardant quand même une partie de ce qui est sympathique dans le monde qui nous entoure, qu'on n'est pas trop froid, qu'on n'est pas trop faim, qu'on n'est pas trop chaud, qu'on arrive à se déplacer, etc. Ça demande de regarder tout partout, parce que des combustibles fossiles sont partout. Par exemple, pour fabriquer ça, il a fallu des combustibles fossiles, parce qu'il a fallu des tracteurs, il a fallu des engrais, il a fallu des camions pour les livrer dans Paris, et il a fallu également des combustibles fossiles pour faire l'assiette sur laquelle ils sont, sinon ça graisserait la table, ce qui serait dommage. Et puis je pourrais prendre n'importe quel objet dans cette pièce et raconter la même histoire. Donc comme il faut regarder absolument partout, ça demande du temps. Donc ça demande d'avoir des gens qui ne travaillent pas gratuitement, qui sont payés pour regarder à droite et à gauche, et c'est pour ça qu'on fait cette collecte. Dans ce cadre-là, vous avez parlé de mesures qui pourraient faire consensus. C'est la première question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que lors d'une campagne présidentielle et sur ce sujet-là, vous avez le sentiment qu'il y a réellement des mesures qui peuvent faire consensus sur ces sujets-là ?
Aujourd'hui, vous avez des mesures qui font consensus. Par exemple, l'existence de la sécurité sociale est une mesure qui fait raisonnablement consensus dans ce pays. Je pense que si on demandait aux gens s'ils sont d'accord ou pas pour qu'on roule à gauche plutôt qu'on roule à droite sur les routes, je pense que rouler à droite fait raisonnablement consensus. Ils n'aiment pas les Anglais, c'est pour ça. Donc bien sûr que des mesures qui est qu'il soit interdit de tuer son prochain et que les gens qui font ça, on les envoie en prison, je pense qu'on ne doit pas trouver grand monde, on en trouvera toujours, mais on ne doit pas trouver grand monde qui pense l'inverse. Regardez même une mesure un peu qui a pu paraître un peu désagréable aux gens concernés quand elle a été mise en place, qui est l'interdiction du tabac dans les lieux publics. Maintenant, je pense que c'est une mesure qui fait raisonnablement consensus, c'est-à-dire que vous allez trouver entre les 2 tiers et les 3 quarts de la population qui pensent que c'est très bien, y compris une bonne partie des fumeurs. Y compris sur les mesures récentes d'ailleurs qui ont été annoncées sur d'autres. Voilà. Donc oui, ça arrive qu'on puisse faire consensus. Et du reste, quand vous regardez le sujet dont on s'occupe, c'est-à-dire l'énergie et le climat, vous avez 70% des Français qui pensent que le climat est un problème important. Donc là, vous avez aussi un élément de consensus. Et même les gens qui vous disent tout ça, c'est des carabistouilles, en fait, quand vous creusez un peu, vous vous rendez compte que même eux, en fait, ils adhèrent au problème. Ce qui les chagrine plus, c'est la façon dont on propose des solutions. Mais le problème fait assez consensus. Donc oui, on pense qu'on peut créer. Et la bonne manière de faire ça pour nous, c'est de cranter ce consensus dans la société civile sous-jacente. C'est-à-dire, en fait, pour que dans le monde politique, vous en avez reçu quelques-uns, le monde politique, il arbitre en fonction de rapports de force. Il n'arbitre pas en fonction de la rationalité d'un dossier, ou en tout cas pas toujours. Ce qui va surtout compter, c'est la gestion des rapports de force. Donc si on veut que quelque chose fasse consensus, ça veut dire qu'il faut qu'on convainque, nous, beaucoup de gens dans la société civile, avant le jour de l'élection. C'est à ce moment-là que ça se joue. Et c'est comme ça qu'on essaye d'avancer. En même temps, le défi, parce que qu'il y a un consensus, alors consensus scientifique évidemment, mais même au sein de la population globalement sur le fait qu'il y a un problème avec le changement climatique, qu'il y a une responsabilité de l'homme, etc. Effectivement, c'est quelque chose où, j'ai pas les chiffres, on vérifiera tout ça, mais la très grande majorité des personnes et des Français le savent et en sont conscients. Mais sur les mesures ensuite à mettre en place, si on prend le cas par exemple de la question de l'énergie, rien que sur ce sujet-là, on voit qu'il y a quand même des tensions et des vraies réflexions politiques. On peut parler de la question du nucléaire comme sur plein d'autres. On voit qu'il y a quand même des divergences. Alors oui, mais beaucoup moins que quand j'avais votre âge. Sur le nucléaire, moi je trouve que la question s'est terriblement pacifiée. Aujourd'hui, en gros, vous n'avez quasiment plus de grands médias mainstream anti-nucléaires. Alors qu'il y a 10 ans, c'était extrêmement courant. J'ai envie de dire, il y a 10 ans, il y avait très peu de grands médias mainstream qui ne disent pas le nucléaire, c'est pas terrible. Bon. Donc ça a changé beaucoup. C'est bien la preuve que de temps en temps, les choses avancent. Peuvent changer. Voilà, les choses bougent. Ce qui est là où il y a des sujets qui restent très, j'ai envie de dire, sensibles, c'est quand on parle de fiscalité, quand on parle de gestion de la restriction, les limitations de vitesse, le poids des voitures, etc. Mais ça, c'est assez normal parce que, en gros, s'habituer à ne plus avoir quelque chose qu'on avait avant, c'est toujours un peu désagréable, même quand le quelque chose est pas bon pour vous. Encore une fois, on l'a bien vu avec le tabac, on le voit bien aujourd'hui avec les sodas sucrés, etc. Même quand le truc n'est pas bon pour vous, vous avez envie de le garder, enfin, je veux dire, globalement. Voilà, mais c'est aussi à des gens comme nous d'essayer de faire de la pédagogie, d'essayer de proposer des constructions, d'être patient. Il faut beaucoup d'explications. Et d'accompagner aussi, j'imagine, un certain nombre de mesures pour s'assurer que les conséquences, notamment sociales ou économiques ou autres, alors nous, on n'accompagne pas parce qu'on n'est pas dans la gestion directe, mais d'y penser à l'avance, bien sûr. Et de se dire, si on met en place telle chose, la conséquence peut être ça, donc il faut aussi l'accompagner. L'une des choses qu'on a très présent à l'esprit, c'est le fait que quand vous empêchez les gens de faire quelque chose, il faut toujours proposer des alternatives. Et nous, on pense qu'on ne viole pas on va dire les fondamentaux biologiques de notre espèce. Vous en avez un, par exemple, c'est l'envie de se déplacer. Depuis aussi loin qu'il y ait des statistiques, c'est-à-dire à peu près 2 siècles, le temps de déplacement quotidien par jour est constant et le nombre de déplacements par jour est constant. Donc, ce qu'on peut faire de mieux, si on veut par exemple limiter l'énergie utilisée par les déplacements, c'est de faire en sorte que les gens aillent moins loin ou moins vite ou avec des moyens moins lourds, etc. Par contre, leur dire vous allez rester chez vous, ça marche pas, parce qu'on a un besoin biologique de se déplacer. Voilà, donc on essaye de bien... Et si on dit aux gens la voiture, il va falloir faire avec moins, il y a quelque chose qui va venir en plus. Donc il faudra faire plus de bus, plus de trains, plus de pistes cyclables, plus de pédibus, plus de covoiturage, plus de tout ce qu'on veut. Mais il y a un moment, il faudra faire plus d'autres choses. C'est absolument évident. Et l'un des défis, évidemment, quand on parle du temps politique, c'est la question justement comment dire, c'est pas du rapport de force, mais
ce qui oppose parfois, alors certes, des conséquences réelles, immédiates liées au changement climatique, c'est pas quelque chose pour l'avenir, c'est pour l'avenir, mais c'est aussi pour maintenant et on le voit au quotidien. Mais des solutions parfois qui, pour les mettre en place, peuvent prendre plusieurs années, peuvent se jouer sur du temps long. Comment est-ce que vous naviguez entre cette question du temps long parfois de ces mesures et le temps court parfois de la politique avec, on va le dire, des personnalités politiques qui pensent être élues ou réélues et qui pensent pas toujours... Il n'y a pas tellement d'autres manières de faire que de créer du consensus à l'étage au-dessous. Au-dessous, pardon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Parce qu'à partir du moment où vous avez du consensus à l'étage au-dessous, eh bien, il y a peu de démagogues qui essayent de prendre le contre-pied de ce qui se faisait avant, parce qu'ils savent que s'ils font ça, ils ne seront pas élus. C'est-à-dire, si aujourd'hui vous vous présentez aux élections en proposant de supprimer la sécurité sociale, je pense que la probabilité que vous soyez élu est faible. Tout simplement parce qu'encore une fois, à l'étage en dessous, il y a beaucoup de gens qui sont pour. Donc là, le seul antidote qui est à l'alternance politique, ou plus exactement qui est à la volatilité politique, c'est d'essayer de créer des consensus très forts à l'étage en dessous. Voilà, j'en vois pas d'autres. C'est l'enjeu, effectivement, qu'il y ait une adhésion telle au sein de la population. Après, on est à l'abri de rien. On le voit bien là en ce moment, c'est très volatile sur les sujets liés à l'environnement, et pourtant, ça ne correspond pas, à mon avis, aux souhaits d'une majorité de la population. Quand vous dites volatile, c'est d'un point de vue politique dans les mesures qui sont prises ou d'un point de vue de la population dans Non, du point de vue des mesures qui sont prises. Oui, avec effectivement un certain nombre de choses, alors, sans rentrer dans le détail de chaque un pas en avant, deux pas en arrière, je te mets une prime pour la rénovation des logements, puis je te la supprime, et puis je te mets une prime pour que les gros rouleurs avec peu de moyens, enfin les gens qui font beaucoup de kilomètres en voiture et pas très riches puissent accéder à une voiture électrique, puis je la supprime. C'est ça que j'appelle de la volatilité. Ça va, ça vient. Et comment est-ce qu'on fait en sorte justement de faire en sorte que la population adhère à cela et milite pour cela et que du coup les politiques s'en saisissent par la suite? Il n'y a pas beaucoup d'autres manières que d'être patient, pédagogue, de se mettre à la place des gens. Du Shift Project, on essaye de se mettre à la place des gens. Il n'y a pas longtemps, là, on a fait un gros travail sur l'agriculture et en fait, dans le cadre de ce travail, on a fait ce que dans notre jargon, on a appelé une grande consultation. Donc en fait, c'était une étude à très large échelle. On a eu près de 8000 réponses d'agriculteurs, ce qui sur une population de 400 000 personnes fait beaucoup. Et on s'est, entre guillemets, mis à leur place. C'est-à-dire qu'on leur a demandé comment ils faisaient, pourquoi ils faisaient comme ils faisaient, est-ce qu'ils avaient envie de faire différemment ou pas, s'ils n'avaient pas envie, pourquoi, s'ils avaient envie, quels étaient les facteurs limitants qui faisaient qu'ils n'avaient pas encore fait. Et les réponses, les questions étaient ainsi formulées qu'on ne se sentait pas montré du doigt, quelle que soit la réponse qu'on faisait. D'accord, on se sentait très décontracté, un peu comme quand vous allez chez le psy vous dit expliquez-moi ce qui ne va pas, il n'est pas là pour vous juger. Là, c'est exactement pareil. On n'est pas là pour juger les gens. On est là éventuellement pour s'occuper d'un problème, mais pas pour jeter l'anathème sur les gens qui répondaient. Et ça a donné des très bons résultats. D'abord, ça a été très riche, on a appris des tas de trucs, et par ailleurs, ça a rendu la relation avec ce milieu-là très agréable et très facile, parce que les gens apprécient toujours qu'on vienne se soucier d'eux, quoi. Enfin, je veux dire, quand on vient leur dire expliquez-nous, en général, les gens sont contents. Donc cette méthode-là, elle permet d'avancer et j'en connais pas d'autres. Alors c'est pour ça, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, que si on veut couvrir beaucoup de sujets et s'il faut être patient dans beaucoup de sujets et parler à beaucoup de gens, il faut de notre côté des moyens. On ne peut pas y arriver à 3, quoi. Et sur cette question de l'agriculture, parce que vous en parlez, c'est un exemple assez important de transition qui est nécessaire sur un domaine, mais en même temps de dimension sociale aussi qui se pose chez un certain nombre d'agriculteurs. Et je pense que du coup, forcément, c'est des choses qui ont été soulevées dans le cadre de votre travail. C'est typiquement un des sujets, on le voit là en ce moment avec la question de la loi du plomb. Il y a ceux qui le défendent, notamment la FNSEA, qui est un puissant syndicat agricole, et certains agriculteurs qui disent c'est indispensable, que ce soit en matière de pesticides ou autre. Et puis de l'autre côté, il y en a, alors que ce soit d'autres agriculteurs ou alors des scientifiques ou des chercheurs qui disent oui, mais attention, parce que ça pose d'autres enjeux derrière. Dans la consultation en question, là, alors on a essayé de corriger les réponses qu'on avait, qui étaient des réponses spontanées, de tous les biais possibles sur l'échantillonnage, etc. On a eu quelques résultats très intéressants. D'abord, je ne me souviens plus du chiffre exact, mais enfin, c'est de l'ordre de 80% des agriculteurs qui ont répondu qui s'estiment mal représentés dans le débat public. D'accord. Ça veut dire que ni du côté du ministère, ni du côté des syndicats importants, ils n'ont l'impression que leur point de vue est correctement relayé. C'est intéressant à savoir. Vous en avez quasiment 90% qui nous ont dit nous, la transition, on est d'accord pour la faire. La seule condition qu'on y met, c'est que économiquement, ça nous plombe pas.
Bon, ce qui est tout à fait légitime, me semble-t-il, parce que il faut savoir que la profession agricole n'est globalement, même s'il y a quelques céréaliers qui se portent bien, c'est quand même pas c'est pas là qu'on fait fortune, quoi. Je veux dire, il vaut mieux aller bosser dans une banque d'affaires pour ça. C'est souvent plutôt l'inverse. Et vous avez une partie des agriculteurs pour qui, effectivement, les fins de mois sont pas faciles, en particulier dans l'élevage. En ce qui concerne les craintes qu'ils peuvent avoir, il y en a aussi, alors c'est pareil, je ne me souviens pas des pourcentages exacts, mais enfin de l'ordre de 80% qui disent que les phytosanitaires, ça les rend inquiets pour leur santé. Peut-être 2/3, enfin bon, un pourcentage très important. Et en fait, je pense que les gens, s'ils pouvaient s'en passer, ils seraient contents. Simplement, à partir du moment où on se passe de phytosanitaire, les rendements diminuent, parce que de temps en temps, vous avez des petites bêtes qui viennent boulotter une partie de la récolte. Donc, il faut accepter qu'à l'aval, vous ayez des volumes un peu moins importants et des prix plus élevés. Bon. Sauf que si déjà financièrement... Donc, ça veut dire que nous, il faut qu'on accepte le prix à payer pour ça. Alors, le prix à payer n'est pas nécessairement très élevé, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a que 1% de ce qu'on gagne qui va servir à rémunérer la production de la nourriture qu'on mange. Et que 1% de ce qu'on gagne, vous voulez dire en tant que votre salaire, le mien, France, votre salaire, le mien, le salaire de la personne qui nous filme, etc. Eh bien, c'est 1% de ce qu'on gagne qui va rémunérer ce qui nous sert à manger. Quand vous achetez ça, là, c'est petits pains au chocolat, là-dedans, vous allez payer tout sauf de la nourriture. Vous allez payer des intermédiaires, alors c'est de la valeur ajoutée, hein, des gens qui ont transporté, des gens qui ont transformé, des gens qui ont emballé, des gens qui ont construit la boulangerie, des gens qui ont construit les emballages dans lesquels on a transporté la farine, etc. Les intérêts du banquier qui prête au boulanger, qui prête, etc. etc. La communication, alors c'est peut-être des choses de boulangerie. D'accord, là, il n'y a pas de com. Mais sinon, la communication, absolument. Dans cette affaire-là, le blé... les graines de cacao, enfin parce qu'il y a des pains au chocolat là, le sucre et le beurre, ça va représenter 10% de ce que vous allez acheter, même pas. D'accord, donc et quand on passe le ticket de caisse, quand on passe la caisse du magasin, n'importe quelle grande surface, eh bien il y a que 7% du ticket de caisse qui va à l'agriculteur. Tout le reste à payer autre chose. Encore une fois, du transport, des emballages, les gens qui bossent dans le magasin, les gens qui font la pub, autre chose. Mais les transformateurs, les salariés de chez Danone, les salariés qui fabriquent les pots en plastique, mais pas la nourriture elle-même. Donc, à partir du moment où la nourriture, c'est 1% de ce qu'on gagne, on peut se dire que si ça passe à 2%, on n'en mourra pas. Et si c'est le prix à payer pour qu'on ait une agriculture très vertueuse, ça vaut peut-être le coup de s'y pencher. Voilà. Mais il y a effectivement, mais là aussi, ça pose là une question pour certaines personnes qui auraient moins de moyens, qui pourraient s'inquiéter et se dire mais quel impact cela va avoir pour moi. 1%, 80% de la population française a les moyens. Par ailleurs, il faut savoir qu'il y a aussi un problème de régime alimentaire, véhiculé par ailleurs par la puissance des marques. Je vais donner deux exemples. Le premier, c'est que je ne sais pas si vous connaissez les articles les plus vendus en grande distribution. Non. Alors, 8 articles sur les 10 les plus vendus, c'est des boissons. Ouais. Là-dedans, vous avez la bouteille de pastis. Des sodas. Vous avez le pack d'eau en bouteille, 6 bouteilles. Ouais. Vous avez la bouteille de coca de 1,5 litre. Ouais. Le premier article solide, c'est le pot de Nutella. Okay. Bon. Donc, on ne va pas dire qu'on prive les gens de fruits et légumes si on augmente et qu'on les prive de viande et qu'on les prive de fromage. Non. Je veux dire, les gens achètent essentiellement des trucs transformés, des boissons. Voilà. Donc, si cette augmentation très modeste du ticket de caisse, qui a été beaucoup plus forte pendant l'inflation alimentaire, va avec le fait, par ailleurs, d'apprendre aux gens à cuisiner correctement, etc., même pour les gens qui n'ont pas le temps, ça peut être très bien être tout à fait indolore pour le porte-monnaie. Et ça vous semble indispensable, c'est-à-dire que sur la question de l'agriculture et de l'alimentation, la conséquence, s'il y a une transition qui s'opère dans ce domaine-là, la conséquence sera nécessairement une augmentation des prix ? Oui, mais comme je le disais, elle est parfaitement supportable à l'aval. Après, elle n'est pas supportable à l'amont, sans protection contre la concurrence. Donc la première mesure économique que les agriculteurs ont demandé dans la consultation, c'est qu'on les protège de la concurrence à partir du moment où la concurrence n'a pas les mêmes méthodes culturales et les mêmes méthodes d'élevage. Donc si on interdit les phytosanitaires ici, on ne peut pas autoriser les phytosanitaires sur les cultures d'importation qui permettent de garder les rendements alors que nous, on les dégraderait chez nous, etc., etc. Donc ça, c'est la première mesure que les gens demandent. Et puis après, il y a évidemment un sujet sur le rapport avec la grande distribution, puisque vous avez une pyramide inversée dans cette histoire. C'est-à-dire vous avez 400 000 agriculteurs, 500 industriels transformateurs et 6 centrales d'achat. Donc, ce n'est pas l'agriculteur qui fait la loi. Mais par contre, ça peut être l'État ou la puissance publique. Donc, moi, ce que je soutiens, c'est que plutôt que de dire les règles sont ce qu'elles sont, et on va permettre aux agriculteurs de faire comme les autres, parce que sinon, économiquement, ils meurent. Moi, je dis, on peut changer les règles.
et de dire qu'est-ce que ça coûte d'avoir une agriculture qui soit durable et qui soit à la fois bonne pour l'environnement et la santé. Et si ça coûte ça, on décide de faire ça. Et à ce moment, on regarde comment on change les règles du jeu pour que les échanges transfrontaliers ne viennent pas perturber ce qu'on a décidé de faire chez nous. Sur la question de l'énergie, qui est forcément votre sujet important, on entend beaucoup, et on va l'entendre encore davantage à l'occasion de l'élection présidentielle, le terme de souveraineté énergétique, d'indépendance énergétique, qui est vu comme un objectif par tous les politiques. 2 questions là-dessus. D'abord, qu'est-ce que c'est? Quelle définition est-ce que vous mettez, vous, de ce terme de souveraineté énergétique? Et deuxième question ensuite, est-ce que c'est réaliste d'être réellement indépendant énergétiquement? Alors, la réponse à la deuxième question est très simple, non. Mais je vais y revenir après. La question, c'est de savoir si on peut choisir de qui on dépend. La souveraineté, pour moi, alors chacun a sa définition de la souveraineté. J'ai envie de dire que c'est la capacité à relativement bien maîtriser son destin. Donc, c'est pas l'indépendance, c'est-à-dire c'est pas le fait qu'on ne dépende de personne, c'est le fait qu'on ait la capacité à gérer ces liens de dépendance de telle sorte qu'on conserve la maîtrise de ce qui vous arrive, ou en tout cas, on conserve une relative maîtrise de ce qui vous arrive. Prenons un exemple de dépendance. Pour vous habiller, vous dépendez des fournisseurs de vêtements. Je m'étonnerais que vous l'ayez tricoté vous-même. Non. Mais par contre, si vous avez énormément de fournisseurs de vêtements qui approvisionnent le pays, s'il y en a un qui disparaît, c'est pas très grave, on n'est pas obligé de se balader à poil, il reste tous les autres, quoi. En ce qui concerne l'énergie, on est dans une situation dans laquelle, de temps en temps, c'est pas confortable. Alors, déjà, il faut savoir que le mode de vie que nous avons dans ce pays, beaucoup de gens, quand on leur parle d'énergie, ils pensent électricité, et quand ils pensent électricité, ils pensent nucléaire, éolien et solaire, un peu les barrages des fois, moins, parce qu'on les montre moins souvent à la télé. En fait, il faut savoir que les 2/3 de l'énergie qui nous permettent de vivre comme on vit aujourd'hui, c'est des énergies fossiles. Les énergies fossiles sont absolument partout, dans la mobilité, dans le chauffage, dans la fabrication de tous les objets industriels qu'on utilise, donc la fabrication de notre machine à laver, de notre frigo, de nos casseroles, etc. Tout ça, c'est l'essence dans la voiture, c'est thermique, le gaz pour le chauffage ou autre. Les vêtements qu'on met sur soi, dès qu'il y a une fibre synthétique, c'est des dérivés de la pétrochimie, etc. Donc, je reviens à ces pains au chocolat. J'ai rien contre eux. Là, on sent qu'il y a une fixette sur ces pains au chocolat. Enfin, il se trouve qu'ils sont devant moi, et donc voilà. Mais c'est pratique parce que du coup, ça permet d'illustrer de façon très précise. Ils dépendent également des combustibles fossiles, parce que les engrais azotés qu'on fabrique avec du gaz ont permis de multiplier ça, et les tracteurs et les phytosanitaires ont multiplié les rendements céréaliers par 7 en 2 siècles. D'accord ? Donc, si le pain au chocolat vaut pas grand-chose aujourd'hui, c'est notamment à cause des combustibles fossiles. Si ces pains au chocolat sont arrivés depuis là où ils ont été fabriqués jusque dans Paris, ou si la farine des champs de blé est arrivée jusque dans la boulangerie d'à côté pour fabriquer les pains au chocolat, c'est grâce aux camions, donc les énergies fossiles. Donc, les énergies fossiles sont vraiment partout autour de nous aujourd'hui, sans parler de la fabrication du micro dans laquelle je parle. Et donc les 2/3 de l'énergie qui nous permettent de vivre comme on vit aujourd'hui, c'est de l'énergie fossile, soit qu'on l'importe sous forme d'énergie fossile, par exemple le pétrole qui va dans les voitures, soit qu'on l'importe sous forme d'objets manufacturés, fabriqués à l'étranger avec des énergies fossiles. Typiquement ce micro. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dépendant des producteurs d'énergie fossile, et ça veut dire que si on arrive à avoir les mêmes services qu'aujourd'hui, en utilisant moins d'énergie fossile, on a augmenté notre souveraineté, puisqu'on est un peu moins dépendant. Voilà. Donc, parmi les actions qui augmentent notre souveraineté, par exemple, remplacer les chauffages au fioul et au gaz par des pompes à chaleur, c'est un gain en souveraineté. Parce qu'on se chauffe pareil, d'accord ? Si en plus on isole au passage, c'est encore mieux. Tout ça augmente la souveraineté, puisqu'on a le même confort thermique l'hiver, sans passer ou éventuellement la même isolation contre la chaleur l'été, parce que c'est de plus en plus important, en important moins de combustibles fossiles, donc on augmente notre souveraineté. Si on arrive à passer de la voiture thermique à de la motorisation électrique, et en plus idéalement avec des véhicules plus petits et moins nombreux, on a augmenté notre souveraineté parce qu'on a besoin de moins de combustibles fossiles pour permettre aux gens de se déplacer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, se déplacer est un besoin biologique. Donc il ne s'agit pas d'empêcher les gens de se déplacer, juste de se donner collectivement les moyens de le faire autrement. Puis il y a des trucs sans voiture, pour lesquels les gens sont très contents. Partout, il y a des pistes cyclables, il y a de plus en plus de cyclistes dessus, et je connais peu de cyclistes qui ont fait machine arrière. Une fois que les gens s'y mettent, en général, c'est bon, ils ne reviendront pas en arrière. Parce que ça a plein d'avantages, y compris le fait de faire un peu d'exercice, de nous déstresser. Bon. Donc, il y a plein de domaines dans lesquels on peut, sans perte de confort, ou en tout cas avec même un gain de confort perçu, diminuer les importations de combustibles fossiles, et ça, c'est un gain de souveraineté. Est-ce que pour autant, ça nous rend indépendants ? Ben non.
pour faire des pompes à chaleur, il faut des compresseurs. Pour le moment, on les importe. On ne sait pas faire de compresseurs en France. Il vous faut des gaines en plastique parce qu'il y a des fils électriques dans une pompe plastique. Ça vient du pétrole. Le pétrole évapore en France. Donc, l'indépendance totale, on ne l'aura jamais. Aujourd'hui, les chaînes de valeur sont toutes mondialisées. Absolument toutes. Donc, de dire, je vais fermer les frontières de la France, puis je vais vivre heureux à l'intérieur de mon village de Schtroumpf, là, sans communication avec l'extérieur, ça n'arrivera jamais. C'est pas la peine. Enfin, en tout cas, tous les gens qui me regardent mourront avant que ça n'arrive. D'accord ? Et c'est peut-être d'ailleurs au passage un biais de traitement journalistique ou médiatique du sujet qui est souvent fait par la question uniquement, le prisme uniquement de d'où vient le gaz, d'où vient telle ou telle source d'énergie, alors qu'en fait, vous l'avez dit, c'est un sujet plus large dans la production. Oui, et puis on est dépendant de tout. De tout, partout, tout le temps. Bon. Donc la question de l'indépendance stricte, on l'aura jamais. Et si on décarbone, si on augmente par exemple la production électrique décarbonée en France, ce qui est possible aujourd'hui avec du nucléaire, de l'éolien et du solaire. L'hydroélectricité, on est quasiment au maximum. Et de la géothermie. Tout ça, ça demande des métaux. Les métaux, on les a plus en France. Il n'y a pas une mine métallique active en France, ou si, enfin, il y a trois bricoles, mais enfin, je vais globalement, à commencer par l'acier. On n'a plus de minerai de fer, on n'a plus de mines de fer exploitées en France, on n'a pas de mine de cuivre exploitée, on n'a pas de mine de nickel, enfin on en a en Nouvelle-Calédonie, mais c'est pas vraiment la France métropolitaine, il y a quand même pas loin de 20 000 km entre les deux. On n'a pas de mine de manganèse, voilà, donc là, tous les métaux qui sont dans tous les objets qui nous entourent, et on les a pas voilà, donc on a bien besoin de les importer, soit sous forme de minerais, soit sous forme de métaux, soit sous forme d'objets manufacturés. Donc l'idée qu'on va être indépendant, c'est une chimère, ça n'arrivera jamais. Ce qu'il faut gérer, c'est les liens de dépendance avec les gens dont on dépend, de telle sorte qu'on soit toujours dans une dépendance mutuelle qui fasse que les gens qu'on a en face de nous n'aient pas envie de nous supprimer ce que nous avons envie d'avoir chez eux. D'accord ? Donc il faut qu'on leur donne un truc en échange. Alors ça peut être de l'argent, ça peut être de bonnes relations, ça peut être... Enfin, voilà. Mais à un moment, il faut qu'on soit dans un lien de dépendance mutuelle. C'est comme ça qu'on bâtit sa souveraineté. C'est en étant dépendant de gens qui n'ont pas les moyens de unilatéralement rompre le contrat et se mettre dans un rapport du fort au faible. Et de ce point de vue, on en parlera peut-être plus tard, le comportement erratique de notre ami Trump en ce moment nous sert beaucoup. Moi, je trouve, parce que ça nous réveille. On se rend compte que le roi est nu, qu'on pensait qu'on était vachement bien en dépendant des Américains, mais en fait, on n'est pas mieux qu'en dépendant d'autres. Et comme le rappelait très bien De Gaulle, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont des intérêts. Et ça, vous l'observez typiquement sur quoi ? Sur la question du gaz, sur la question énergétique, de se dire, on ne peut pas dépendre uniquement de Trump, ou sur d'autres aspects aussi Ah non, alors sur la question énergétique, on ne peut pas dépendre uniquement de Trump, mais on ne pouvait pas non plus dépendre uniquement de n'importe qui d'autre. Bien sûr. Il faut voir aussi que dans la question énergétique, on va avoir un sujet qui est que de qui qu'on dépende. On a fait un travail au Shift il n'y a pas très longtemps qui montre qu'en ce qui concerne le pétrole, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas pour des raisons d'épuisement géologique de toute façon, il va falloir apprendre à largement s'en passer dans les 30 ans qui viennent. Bon. Ça va nous faire tout drôle, parce que pour le moment, on n'est pas du tout parti à la bonne vitesse pour y arriver. Et ça, ce n'est pas une affaire juste de Trump ou pas Trump, c'est mondial. Donc voilà. Trump, son avantage, encore une fois, c'est de nous rappeler que, encore une fois, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donc ce qui est bien avec les États-Unis, c'est de se mettre dans un rapport avec eux aussi, de dépendance mutuelle, de telle sorte qu'il y a des choses sur lesquelles ils dépendent de nous, où ils dépendent de l'Europe. Et qu'est-ce que vous avez le sentiment qu'on a en face à mettre dans ce rapport? Aujourd'hui, essentiellement, un marché de 450 millions de consommateurs. Donc, c'est à l'échelle de l'Union européenne et c'est un marché économique. Bien sûr. Et plus largement, sur cette question énergétique, donc on entend la question de rapport de force, des choses à mettre en face d'une certaine façon. C'est des sujets, selon vous, qui doivent se gérer davantage à l'échelle de l'Union européenne, davantage à l'échelle nationale. Si vous voulez peser face à des États qui ont 300 millions d'habitants et le PIB comme un PIB des États-Unis, oui. Si les États européens y vont de manière dispersée, ça ne marchera pas. Donc à un moment, il faut qu'ils sachent où sont leurs intérêts communs. Et il faut donc que ceux qui croient que les intérêts des États européens sont alignés sur un certain nombre de sujets fassent œuvre de pédagogie pour aller voir leurs copains en leur disant, là, vous savez, je pense qu'on a intérêt à se serrer les coudes. Et est-ce que là-dessus, justement, vous avez le sentiment que c'est jouable ? On parlait de l'agriculture tout à l'heure, des enjeux là-dessus. C'est typiquement un bon exemple, parce qu'en plus, il y a l'espace Schengen, donc il y a la libre circulation des biens, des marchandises, etc. Comment est-ce qu'on peut réellement arriver à avoir des consensus qui vont loin, faut au moins essayer. Je vais vous citer, alors je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui,
Mais il y a 10 ans, on m'avait expliqué que la représentation française à l'Europe était inférieure à la représentation, numériquement, qu'il y avait moins de gens qui y travaillaient que la représentation du seul Land de Bavière à l'Europe. Okay. Et quand vous regardez la façon dont les Danois, les Allemands, etc. gèrent leurs relations avec l'Europe, eux, ils y envoient des très bons. Nous, on a plutôt tendance à envoyer des clampins à l'Europe. C'est-à-dire, on a plutôt tendance à se débarrasser au niveau européen des gens dont on ne veut plus pour la politique nationale. Là, vous parlez d'élus. Oui, du monde politique. Et regardez, alors je vous ai parlé tout à l'heure de l'élection présidentielle en disant c'est le temps fort de la politique, mais en fait, ça ne correspond pas du tout à la réalité du monde. Si on était conforme à la réalité du monde, le temps le plus fort de la vie politique française devrait être l'élection européenne. Parce que c'est beaucoup plus structurant sur le mode de vie des Français que l'élection présidentielle. Bon. Donc, les Français ont un petit problème avec l'Europe, qui est de ne pas accepter une forme d'humilité. Parce qu'il faut de l'humilité pour aller convaincre les autres. Si vous leur dites c'est comme ça, c'est nos vieux restes d'aristocratie, ça c'est facile. Mais si vous voulez aller convaincre les autres, il faut quand même accepter un peu d'humilité, parce que ça ne sera pas facile, ça ne sera pas immédiat, ça ne sera pas, etc. Mais oui, sur le sujet agricole, comme c'est un sujet qui se joue à l'échelle européenne, il est impératif d'aller convaincre un certain nombre d'autres pays qu'on a intérêt à faire des choses en commun. Oui. Pour prendre un exemple récent, qui est le Mercosur, typiquement, ça c'est un truc dont les agriculteurs français ne veulent pas, majoritairement, précisément parce que ça mettrait en compétition. Donc sur un accord de libre-échange avec cette zone économique où il y a un certain nombre de pays d'Amérique du Sud, voilà. Mexique, etc. Ça mettrait en compétition des agriculteurs français qui ont des coûts donnés avec des agriculteurs sud-américains qui n'ont pas les mêmes coûts, pas les mêmes contraintes environnementales, dans un cadre en plus dans lequel ça serait totalement schizophrénique puisque l'Union européenne a passé une directive ou un règlement, je ne sais plus, contre la déforestation importée. Et en face de ça, vous feriez un accord de libre-échange avec les pays qui sont directement concernés par la déforestation importée. Ouais. Enfin, vous voyez bien que tout ça se marche sur les pieds. Bon, si les Français pensent que tout ça n'a ni queue ni tête, il leur appartient de prendre leur bâton de pèlerin, d'aller causer aux Allemands, qui ont très envie de vendre leur bagnole, qui ne vendent plus en Chine, etc., jusqu'au moment où on arrive à se mettre d'accord. Il y a aussi une question de rapport de force, y compris d'une certaine façon là-dessus. On est bien d'accord, mais les Allemands, ils ont besoin de nous autant qu'on a besoin d'eux. Donc à un moment, il faut accepter d'aller discuter, et discuter une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, enfin c'est... Sur la question énergétique, et plus largement d'ailleurs sur la question économique ici, puisqu'on parle de la France, dans le cas de ces sujets, la question de la décroissance revient régulièrement dans les débats, enfin régulièrement, parce qu'elle revient de temps en temps dans les débats. Ça a été popularisé par certains ouvrages récents, même si c'est un terme qui est ancien, celui de l'économiste récemment, Timothée Paric, qui a écrit un livre sur le sujet. Quand on parle de décroissance, ça peut prendre plusieurs formes, décroissance du PIB, aussi d'un point de vue justement d'utilisation énergétique. Quel regard est-ce que vous portez sur ce débat-là aujourd'hui ? Alors je pense que c'est un projet invendable. Invendable au sens ? Invendable. Y compris auprès des politiques ? Auprès de tout le monde. Je pense que, allez, je vais être un peu méchant, à part quelques intellos urbains, je pense que c'est juste invendable. Vous allez voir, il y a une fraction croissante des Français qui sont à découvert dès le 15 du mois, et vous allez leur prononcer le mot décroissance. Alors, ça ne veut pas dire que moi, je ne crois pas qu'elle va arriver de toute façon, mais c'est un autre débat. Ça ne veut pas dire que je crois qu'on va pouvoir maintenir les flux matériels d'aujourd'hui constants. Mais encore une fois, c'est un autre débat. Moi, je vous parle simplement du débat sémantique, qui est du débat marketing, j'ai envie de dire. Vous allez croiser un certain nombre de gens dans la rue, puis vous leur dites « Tiens, j'ai un truc à te vendre, c'est génial. Hein, tiens, vous avez votre manteau, là, comme les vieux vendeurs de montres à la Sowet, là, décroissance. » Bon. Donc, je pense que c'est invendable. Ce qui est vendable, c'est de vendre... Puis, personne n'accepte qu'on vous vende moins. C'est biologique, ça, c'est pareil. Ce qu'on peut accepter, c'est d'avoir moins quelque part parce qu'on va vous vendre plus ailleurs. D'accord ? Je sais pas moi, vous avez un projet de vie, j'ai vu un reportage là-dessus une fois, de gens qui disent « Moi, j'avais envie de plus d'air pur, de plus d'espace pour les gamins, d'être moins stressé, etc. Donc, j'ai quitté l'Île-de-France, je suis allé vivre en dehors de l'Île-de-France, je gagne moins d'argent et je suis plus heureux. » C'est un projet de décroissance ou pas de décroissance, ça ? Moi, je ne sais pas dire. C'est un projet de décroissance économique, puisque les gens gagnent moins d'argent, et c'est un projet de croissance du bonheur, puisqu'ils sont plus heureux. Mais ça n'a jamais été vendu. Quand les gens font ce pas-là, ce qu'ils achètent d'abord, c'est pas le fait qu'ils vont gagner moins d'argent. Ce qu'ils achètent d'abord, c'est l'air pur, l'espace pour les gamins, le fait qu'ils sont détendus et que s'ils ont envie de se balader dans la forêt, ils habitent juste à côté. C'est ça qu'ils achètent. Bon. Donc, en matière de décroissance, je ne crois pas une seconde qu'on puisse vendre la décroissance comme projet principal. Ce que je crois, c'est qu'on peut arriver à la faire passer
dans des projets qui, par ailleurs, ont un argument de vente principal qui n'est pas celui-là. Je vais reprendre l'exemple de mon vélo. Bon, c'est un peu anecdotique le vélo. Aujourd'hui, c'est quelques pourcents des déplacements. Donc, je ne voudrais pas que les gens qui roulent en voiture et qui me regardent se disent qu'ils sont complètement obsédés par le vélo. Mais je trouve que pédagogiquement, c'est intéressant. Les gens qui le peuvent et qui le font, quand ils passent de la voiture au vélo, ou quand ils n'achètent pas de voiture alors qu'ils pourraient, c'est une autre manière de faire la même chose, et donc ils remplacent un engin qui fait 1,5 tonnes par un engin qui fait 20 kilos, parce que souvent les gens qui se mettent au vélo électrique, c'est une forme de décroissance. D'accord ? Vous avez divisé par 70 la masse de l'engin que vous utilisez pour vous déplacer, ça va beaucoup moins vite, etc. Mais les gens qui font ça par ailleurs, notamment pour se déplacer en milieu urbain, se disent que ça va plus vite dans les embouteillages, donc en fait ils perdent rien, que le nombre de jours où ils se font tremper comme une soupe en arrivant, en fait quand on compte bien, il n'y en a pas tant que ça, qu'ils ne sont pas stressés à chercher une place de parking, qu'ils sont contents de faire un peu d'exercice le matin, enfin voilà, de temps en temps ils tapent la discute avec la personne qui est arrêtée à côté d'eux, enfin voilà, s'ils ont des gamins, les gamins dans la carriole à vélo, ils se bidonnent, ils adorent ça. Donc, et c'est ça qu'ils achètent. Ils ne vont pas acheter la décroissance. Bon, c'est pas ça. Donc, je ne crois pas au terme, nulle part. Je crois que ça peut, encore une fois, être embarqué dans des projets qui ne vendent pas ça. Et que ça, par contre, c'est de la responsabilité des gens qui pensent qu'on va devoir, de toute façon, diminuer les flux physiques. Et moi, j'en fais partie. De se creuser un peu la cervelle pour essayer de proposer des choses qui, de fait, effectivement, permettent de diminuer les flux physiques et sont compatibles avec une baisse des revenus si elle arrive, mais ça ne va pas être ça l'argument principal de vente. Parce que, et là, c'est que, pour bien comprendre votre regard là-dessus, on prend des exemples qui sont de l'ordre de l'échelle individuelle, sur des cas pour bien comprendre tout ça, mais c'est vrai que quand on parle de croissance, c'est souvent dans un discours politique qu'il est porté. Et on le voit politiquement, c'est vrai que vous le dites, il n'y a aucune personnalité politique, même d'ailleurs peut-être certaines qui seraient alignées avec en fait, des regards peut-être de personnes pour la décroissance qui vont porter ce terme-là. Mais pour comprendre à l'échelle plus globale et à l'échelle politique et de la société, vous dites que c'est inévitable, c'est-à-dire que vous ne croyez pas aussi à toutes les discours de croissance verte, etc., qui sont portés à l'échelle d'une économie. Je dis que c'est plus que inévitable, je dis que c'est déjà en route en France. Alors je dis que c'est déjà en route et qu'aujourd'hui, le PIB en croissance, en fait, c'est essentiellement conventionnel. Ça ne correspond plus à une réalité physique. Il y a 2 indicateurs de l'économie, moi, que je regarde depuis maintenant de nombreuses années, qui me paraissent correspondre à une forme de réalité physique. C'est les mètres carrés qu'on construit dans l'année, combien on construit de mètres carrés de bâtiments dans l'année. Et il se trouve qu'en Europe, le maximum de la construction est passé en 2007. Okay. Depuis 2007, le nombre de mètres carrés qu'on construit dans l'année, et c'est une tendance européenne, c'est pas une tendance juste française. On construit de moins en moins. A tendance exactement à baisser. Et il y a un deuxième indicateur que je trouve très intéressant, c'est les tonnes qu'on charge dans les camions chaque année. D'accord. Alors, c'est donc juste, on prend la quantité totale de marchandises qu'on a chargées dans une caisse de camion. Alors, c'est intéressant parce que les camions, absolument tout objet que vous voyez dans cette pièce, sera passé par la caisse d'un camion. C'est vrai pour cette table, c'est vrai pour ce verre, c'est vrai pour la farine qui a permis de faire ça, c'est vrai pour le micro, c'est vrai pour le tapis qui est là, c'est vrai pour la plante en pot. Je l'ai fait moi-même, le tapis. Alors, c'est vrai pour la laine avec laquelle vous avez fait ça pendant les longues soirées d'hiver. C'est vrai pour les lampes qui nous éclairent. Absolument tout sera passé par la caisse d'un camion. Et même quand vous avez du transport ferroviaire ou du transport par bateau, c'est rare qu'il n'y ait pas un segment à un moment qui soit assuré par camion. Donc les tonnes qu'on a chargées dans les camions dans l'année, ça donne une bonne indication de tout ce qui a été produit dans un pays et tout ce qui a été consommé dans un pays. D'accord ? Eh bien cet indicateur-là, il diminue également depuis 2007, en tendance en Europe. Okay. D'accord ? Pas très vite, mais... Alors qu'est-ce qui s'est passé en 2007 ? Il se trouve que 2007 est le maximum de l'approvisionnement énergétique européen. Okay. Aussi. C'est-à-dire qu'à partir de 2007, l'approvisionnement énergétique européen s'est mis à baisser comme résultat de 3 évolutions qui se sont empilées les unes sur les autres. L'approvisionnement européen en charbon baisse depuis les années 1980, parce que le charbon se transporte mal, c'est un pondéreux solide, donc ça pèse lourd et c'est gros, ça occupe des gros volumes, etc. Ça se transporte pas bien. Et donc, quand la production domestique de charbon commence à baisser, en général, la consommation domestique de charbon, elle baisse aussi. Okay. Le pétrole est passé par un pic d'approvisionnement, un pic de production au niveau mondial en 2008 pour le pétrole qu'on appelle conventionnel, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas le pétrole de schiste américain et les sables bitumineux canadiens. Et ça a renversé l'évolution dans tous les pays industrialisés.
Et enfin, le gaz en Europe est passé par un maximum en 2005, parce qu'à ce moment-là, la mer du Nord a passé son pic, et comme le gaz est gazeux, il se transporte très mal. Et donc, à partir du moment où régionalement ou localement la production baisse, c'est pareil, c'est très difficile de conserver un approvisionnement en très forte hausse. Et en fait, l'approvisionnement européen, quand la mer du Nord, qui faisait plus de la moitié en 2005 du gaz consommé en Europe, est passée par son maximum, instantanément, la consommation de gaz européenne s'est arrêtée de monter. Et pourquoi? Parce et que elle s'est mise à baisser. Montent, parce qu'il n'y a plus de parallèle. volume. Parce que c'est pas transportable d'ailleurs facilement. Okay. Comme le gaz est gazeux, la seule façon de le transporter facilement, c'est d'avoir un tuyau. Et le tuyau, il faut que vous ayez un pays consommateur et un pays producteur. Et si le tuyau part de la mer du Nord et que la mer du Nord voit sa production baisser, bah vous pouvez pas prendre le tuyau par hélicoptère et puis aller le coller au Qatar, en Iran, aux États-Unis. C'est un peu loin pour des éléments, des contraintes physiques, on va dire, qui font que... Ouais. Voilà. Et le gaz, quand vous le transportez sous forme liquide dans des bétaniers, en fait, vous en perdez 10 à 20% au passage. Les coûts pour construire les infrastructures de liquéfaction sont extrêmement élevés. Les délais de construction de ces infrastructures sont élevés, etc. Et donc, aujourd'hui, vous n'avez que 10% du gaz consommé dans le monde qui est sous forme de GNL. Okay. D'accord, les liquéfactions, etc. 90% transitent sous forme gazeuse avec des tuyaux. Et donc, quand la production baisse à un côté du tuyau, ben, la consommation baisse de l'autre côté du tuyau. Donc, vous dites qu'il y a déjà une décroissance qui est en marche. Oui. Mais simplement pour... Et pour finir, je relie ça à la situation politique du moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez, allez, je vais dire n'importe quoi, je ne sais pas si c'est 70, 80, 90% de la population française, mais c'est dans ces eaux-là, qui est entraînée dans cette décrue énergétique subie. Parce qu'elle est subie. En 2007, il n'y a pas eu de politique climatique particulière, il ne s'est rien passé de particulier. Eh bien, qui est entraînée dans cette politique, dans cette décrue énergétique subie et qui voit la vie devenir de plus en plus difficile sur le plan économique, logement, déplacement, etc. Et qui vote de manière de plus en plus importante pour des gens qui promettent de renverser la table. Et vous avez les 20% qui surnagent au-dessus, qui sont les cadres urbains gagnants de la mondialisation, qui ne voient pas avec leur sens ce qui est en train de se passer chez les 80% et qui disent oh bah, il suffit de gueuler contre tel ou tel candidat ou candidate et puis tout se passera bien. Mais non, tout ne va pas bien se passer parce que le déterminant n'a rien à voir avec ça. Le déterminant, c'est la décrue physique qui est déjà à l'œuvre et qui donne à une fraction croissante de la population dans ce pays le sentiment qu'elle est laissée sur le bord de la route et que tout le monde s'en fout. Bon. Alors, à tort ou à raison, je ne dis pas que tout le monde s'en fout, mais c'est ça le... Voilà. Et avec des gens qui capitalisent là-dessus. Et on est déjà en train de le vivre, ça. Et en ligne de pente, malheureusement, c'est-à-dire il suffit de laisser passer le temps et ça va s'aggraver. Mais sur l'indicateur, par exemple, des camions de marchandises, vous dites du coup qu'il y a une baisse de ce point de vue-là au fil des années, depuis 2007. Des tonnes chargées, oui. Des tonnes chargées. Mais spontanément, moi je pense à ceux qui vont nous écouter, ça paraît très contradictoire avec ce qu'on entend et ce qu'on voit. Très récemment, je sais pas, on peut parler de la question du débat sur Chine et toutes les plateformes de ultra fast fashion, de ces importations qui paraissent colossales. On a des chiffres d'ailleurs qui ont été communiqués sur ça. Alors là, je vous parle d'une tendance sur 20 ans. Ça n'exclut pas que vous puissiez avoir des sous-ensembles sur lesquels ça ne va pas se passer comme ça sur quelques années. Ce n'est pas du tout incompatible. Oui, ou des catégories de produits ou de choses qui oui, exactement. Ce n'est pas du tout incompatible. Et je reboucle au risque d'être répétitif. Ce que j'ai bien compris sur la question du pétrole ou du gaz, mais dans le cas des camions et de la baisse de chargaison de cargaison de marchandises dans ce cadre-là, comment est-ce que vous l'expliquez ? Vous l'expliquez par la question des ressources énergétiques pour le permettre ? Oui, alors, quand vous regardez historiquement quelle est la production économique mondiale en fonction de la quantité d'énergie utilisée dans le monde, vous avez une quasi-droite. Alors, tout simplement parce que l'énergie, c'est la nourriture des machines. Et en fait, la quantité d'énergie qu'on utilise dans le monde, c'est tout simplement la quantité de machines qui travaillent pour nous. C'est aussi bête que ça, hein, parce que l'énergie ne sert qu'à ça. Elle sert à faire fonctionner des machines. Et il faut savoir que les machines que vous avez dans le monde sont à tout instant, en gros, 200 fois plus puissantes que les muscles de l'humanité. C'est-à-dire, si je regarde à l'instant où on se parle, là, en ce moment, les camions qui sont en train de rouler, les avions qui sont en train de voler, les bateaux qui sont en train de se déplacer, les laminoirs qui sont en train de laminer de l'acier, les usines chimiques qui sont en train de produire des engrais, les usines qui sont en train de faire de la peinture, des vis et des croissants sur lesquels je fais une fixation. Eh bien, même pas de croissants, si, il y a des croissants. Eh bien, la puissance combinée de toutes ces machines, là, à l'instant où on est en train de se parler, c'est 200 fois la puissance des muscles de l'humanité. Ce qui revient à dire que la production, la transformation de la matière, qui est à la base de la production économique, hein, dans ce monde, en fait, elle est essentiellement faite par des machines. Les gens sont là pour donner des ordres.
Ça s'appelle un pilote de ligne de production ou ça s'appelle un employé de bureau qui, en gros, donne indirectement des ordres à des machines. Et si vous avez moins d'énergie disponible dans le système, ça veut dire que le parc de machines au travail baisse et donc la production baisse. Enfin, je veux dire, c'est très logique que dans le monde, vous ayez une quasi-droite entre la quantité d'énergie, c'est-à-dire le parc de machines en service, et la production économique. C'est quasi-droite. Donc à partir du moment où l'énergie disponible dans une zone baisse de manière subie, ça va vous dire, et du reste c'est ce qu'on voit avec la production industrielle. La production industrielle en Europe, elle baisse depuis 2007. Bon. Donc ça veut dire que la production vraie, j'ai envie de dire, ce qui se compte en mètres carrés, en tonnes, en litres, en mètres cubes, est en train de baisser. Alors après, on peut toujours tripatouiller les potentiomètres pour avoir en apparence une croissance économique, parce que on a plus d'activités financières, des honoraires d'avocats qui augmentent, etc. Mais en fait, c'est une fausse croissance. Si moi, par exemple, qui suis consultant de mon métier, j'augmente mes honoraires d'une année sur l'autre, je ne vais pas travailler plus d'heures. D'accord ? Vous achèterez toujours une heure de Jean Covici, ça qui vaut ce qu'elle vaut, mais bon. Et si je la facture 2 fois plus cher, c'est de la croissance ? Pas de la croissance, c'est toujours une heure de Jean Covici. Alors facialement, oui, c'est de la croissance, mais en pratique, non. Bien sûr. C'est tous les biais aussi sur le PIB plus largement. Exactement, voilà. Donc en fait, le PIB aujourd'hui, il agrège tellement de choses que le résultat est devenu très largement conventionnel. Ça n'est plus possible. Et c'est bien pour ça qu'on a cette incompréhension apparente entre un nombre croissant de gens pour qui la vie devient plus difficile et le PIB qui en apparence augmente. Et on dit, ah, mais il y a de l'argent, etc. En fait, non. Le problème aujourd'hui, il est devenu physique. La limitation est physique. C'est pas nécessairement parce qu'il y a de l'argent qu'on va facilement loger les gens. Ça paraît totalement contre-intuitif de dire ça, mais en fait, physiquement, c'est comme ça que ça se passe. Sur la question de l'énergie, il y a un sujet qui est beaucoup dans le débat en ce moment, c'est aussi la question de l'intelligence artificielle, du fait des sommets qui sont en cours et puis du fait des avancées technologiques qu'on a pu observer. Quel regard déjà est-ce que vous portez sur la question de l'émergence de l'intelligence artificielle et plus spécifiquement, parce que c'est votre sujet, dans le domaine énergétique et de consommation énergétique, est-ce qu'on a des chiffres et des éléments sur ça aujourd'hui ? Alors déjà, on va essayer de définir ce que c'est que l'intelligence artificielle. Je vais vous donner 2 définitions qui ne viennent pas du tout des mêmes personnages, mais que j'aime bien les 2, et du reste, les 2 sont cumulables. La première, elle vient de Cédric Villani, qui a dit « L'intelligence artificielle, c'est tous les développements informatiques non encore aboutis qui permettent de faire le buzz et d'alimenter les fantasmes. » Je trouve que c'est pas mal. Ça ne dit pas exactement ce que ça fait. Et alors, une autre, elle vient de Yuval Harari, qui dit « L'intelligence artificielle, c'est les programmes qui ne vous donnent pas à l'avance le résultat du programme. » D'accord ? Donc, vous ne savez pas à l'avance ce que vous allez avoir comme résultat. C'est en cela qu'il y a de l'intelligence. Et c'est très différent d'un logiciel qui va vous exécuter quelque chose qui est totalement prédictible ou une machine qui va avoir un effet totalement prédictible. Dans la grue, quand elle soulève une charge, c'est totalement prédictible. Vous savez que l'effort va faire monter le truc et ne va pas le faire partir latéralement. Enfin, voilà. Bon. J'aime bien les 2 définitions. Les 2 définitions, du reste, encore une fois, sont parfaitement cumulables. En pratique, pour faire fonctionner ces applications, vous avez besoin de logiciels qui sont très gourmands en capacité de calcul, parce que c'est des logiciels qui apprennent par imitation. Donc en fait, ils observent plein de cas dans le domaine qui les concerne, qui se sont déjà passés. Et là où c'est non prédictible, c'est que ces logiciels ne vont pas en déduire des lois d'évolution qu'ils vont être capables de comprendre et ensuite ce qui va leur servir à faire des prédictions, ou les lois qu'ils vont nous transmettre, etc. Ils vont simplement reproduire, de façon probabiliste, la façon de... D'accord ? Donc ils reproduisent sans expliquer. Et le meilleur exemple, c'est sur l'IA générative de texte, donc les ChatGPT ou autres. L'IA va essayer de deviner le mot le plus probable à partir de la requête ou à partir de... Exactement. Ouais. Ce qui veut dire que c'est des logiciels qui, entre autres choses, reproduisent des conneries. C'est-à-dire, s'ils apprennent à partir de conneries... Il y a qui sont des biais qui se posent assez vite. Ils reproduisent les conneries. D'accord ? Il n'y a pas de mystère, quoi. Alors, je vais commencer par parler de la partie énergétique. Aujourd'hui, le digital, ça représente à peu près 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc, c'est l'ensemble du digital... auquel je vais malencontreusement participer au travers de cette vidéo, et vous aussi. Donc j'espère que nous allons tous les 2 aller brûler un cierge derrière pour laver notre conscience. Il faudrait... eh bien, cierge qui en plus est en pétrole. Cierge est en pétrole. On y revient, c'est une catastrophe. Eh bien, c'est 4 fois les émissions de la France, en gros. Le digital dans le monde. Okay. Donc toute l'utilisation numérique, dans le sens...
de la production d'un smartphone. Alors là-dedans, ça se décompose en 2 morceaux. Okay. La moitié, c'est la fabrication annuelle de tout le matériel qui est nécessaire pour que ça fonctionne. Donc la fabrication annuelle des serveurs, des terminaux, les écrans de télévision connectés, les smartphones, les ordinateurs, et la fabrication des composants de réseau qui vont de l'un à l'autre. Okay. Donc les fibres optiques, les antennes relais, etc. L'autre moitié, c'est l'électricité pour que tout ça fonctionne. En gros, c'est deux moitiés. Et ça augmente actuellement de 5 à 8% par an. Okay. Donc ça augmente extrêmement rapidement. Avec du reste, alors je n'ai pas les chiffres les plus récents sur les 2 ou 3 dernières années, mais si je prends une marque bien connue de smartphone dont le nom commence par A, okay. Eh bien, la fabrication d'un smartphone moyen, du dernier modèle de la marque, augmentait avec les années. Donc il n'y avait pas du tout en plus d'efficacité unitaire, c'est-à-dire par terminal. On n'avait pas du tout une baisse des émissions, on avait une augmentation des émissions. Okay. Parce que c'est plus sophistiqué, que la diagonale d'écran est plus grande, etc. L'intelligence artificielle va pousser à la hausse les émissions du digital. Ça va demander des data centers plus gourmands, donc ils vont consommer plus d'électricité. Ça demande des réseaux éventuellement qui sont plus puissants, parce qu'il vous faut des temps de latence qui sont faibles, parce qu'il vous faut des débits qui sont très importants, tout ce qui va avec réalité virtuelle, etc. Tout ça, c'est des débits qui sont très importants. L'intelligence artificielle, quand c'est mis dans des systèmes de jeu, c'est pareil, les systèmes de jeu demandent en général des gros débits, etc. Et puis ça va éventuellement demander aussi des terminaux plus puissants, parfois, mais c'est surtout de l'autre côté que ça va se jouer, data center et réseau. Donc ça va pousser les émissions à la hausse, globalement. Ça ne va pas avoir d'effet bénéfique sur la gestion de l'environnement. Ça, c'est le cache-sexe qu'on sort de temps en temps. Mais grâce à ça, on va pouvoir mieux gérer la température des logements. Oui, ça, vous n'y croyez pas dans des éléments de prédiction? C'est un cache, c'est pas fait pour ça. Est-ce que ChatGPT est fait pour gérer la température des logements? ChatGPT, peut-être pas, mais vous ne croyez pas. En tout cas, est-ce qu'un large modèle de langage pas, non. Est-ce qu'un large modèle. Donc, dans le lot, il y a 3 personnes qui vont s'en servir pour faire des trucs qui vont dans la bonne direction pour l'environnement. Mais c'est pas fait pour ça, à la base. Ce que vous dites, c'est que ça ne compensera pas par ailleurs les autres... En quoi est-ce qu'un jeu vidéo est fait pour préserver l'environnement? C'est pas fait pour ça. De même que quand vous regardez les évolutions précédentes du digital, le téléphone n'a jamais été fait pour sauver l'environnement, le smartphone n'a pas été fait pour sauver l'environnement, l'ordinateur portable, il n'a pas été fait pour ça, rien n'est fait pour ça. Donc, dans le lot, il y a évidemment quelques machins, mais enfin, si on les sort en disant « Ah, regardez, il y a ça », alors, non, c'est confondre le tout et la partie, ce qui est un truc très, très classique. Du reste, on peut facilement faire une expérience de pensée qui montre qu'aujourd'hui, le digital est un inducteur d'émissions majeures. On va faire une petite expérience de pensée. Imaginons que là, à partir du moment où je parle, pouf, d'un seul coup, il n'y a plus un ordinateur qui fonctionne dans le monde. Pour une semaine. Okay. D'accord ? Plus de banque, ouais. Plus de moyens de communication, ouais. Plus aucun système de gestion des entreprises, plus aucun système de gestion des moyens de transport, il n'y a plus un aéroport qui fonctionne, etc. Ouais. À votre avis, comment évolue l'économie ? Elle s'effondre. Comment évoluent les émissions ? Elles s'effondrent. Donc là, je viens de vous démontrer qu'aujourd'hui, le digital dans son ensemble, non seulement il émet en propre, mais par ailleurs, il permet à tout le reste du système qui émet d'exister. Oui. Donc l'idée qu'en rajoutant du digital, on va baisser les émissions, oui. C'est totalement farfelu. Si j'essaie de résumer votre point de vue, vous me dites après, mais c'est ça, quand bien même il y a des chercheurs, des personnes selon vous qui pourraient potentiellement utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer des prédictions ou autres, cette capacité-là ne sera pas à la hauteur de l'impact environnemental par ailleurs de l'IA. Elle est anecdotique dans l'ensemble, parce qu'on va beaucoup plus souvent se servir de l'IA pour faire des prédictions de comportement de consommateurs, les pousser à acheter plus, etc. C'est absolument évident. Et puis ça a un deuxième inconvénient, qui, moi, me chagrine, c'est qu'on a déjà constaté aujourd'hui, je ne sais pas si vous en avez reçu chez vous, mais des effets délétères de l'abus d'écran sur la cervelle des enfants en particulier. Je ne pense pas que l'urgence aujourd'hui, ça soit d'en rajouter. Je ne suis pas sûr que ça va fondamentalement augmenter notre bonheur. Donc je pense qu'on manque d'un recul critique sur la question. Et quand on voit qui pousse derrière l'IA aujourd'hui, en fait, c'est un débat domestique américain, initialement, l'IA. Hein. Les Chinois, dans une certaine mesure. Alors, les Chinois ont embrayé, mais initialement, c'est un débat domestique américain. La Silicon Valley. Exactement. Et c'est venu, c'est poussé par un certain nombre de gens qui se rêvent en démiurge, qui n'ont plus d'autres problèmes dans la vie que de prendre du pouvoir ou d'essayer d'être immortels. À
s'enquiquiner. Et donc, c'est poussé par ce genre de choses. Alors derrière, évidemment, vous allez rajouter dans la course tout un tas d'ingénieurs de base qui trouvent ça très rigolo de travailler sur des gadgets, comme moi j'ai pu le faire aussi, hein, donc j'ai pas de problème avec ça, c'est une pulsion très humaine. Mais à la base, et les gens qui au début ont lancé l'IA, je pense pas que Sam Altman se dise je vais lancer l'IA parce que je suis profondément convaincu que l'humanité a besoin de grandes valeurs morales, de se retrouver... Donc ça va résoudre les sujets environnementaux. Le problème de la faim dans le monde ou la disparition des herbiers de Posidonie. Enfin, je pense qu'il s'en fout complètement. Pas du tout ça son sujet. Voilà, et je pense qu'aujourd'hui, les Européens n'ont pas de recul critique sur la question, et ils continuent à penser que ce qui est pertinent, c'est d'embrayer dans la roue des Américains. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus ça le bon pari. Et dans ce cadre-là, quelle réponse, on parlait de la question de la présidentielle tout à l'heure, quelle réponse apporter dans ce cas d'un point de vue politique? Parce que ce qui est vrai par ailleurs, c'est que ces IA peuvent permettre un certain nombre de choses, et on le voit d'ailleurs dans les usages, moi je vois chez beaucoup de jeunes, que ça remplace très vite finalement un moteur de recherche par exemple. En gros, on remplace un Google par une IA parce que c'est plus efficace, ça donne une réponse plus facilement. Alors ça donne plus facilement une réponse dont vous ne connaissez moins facilement la qualité. Bien sûr. Donc en fait, ça veut dire que vous acceptez délibérément de vous déposséder d'une partie de votre esprit critique. Alors, quand vous faites ça avec des gens qui ont déjà fait à la main la recherche avant, vous êtes encore à peu près capable de contrôler ce que fait l'IA. Le jour où ça arrivera, je veux dire, moi je pense que c'est pour partie une machine à décerveler ce truc-là. Mais d'un point de vue du coup de la réponse politique dans ce cadre-là, si c'est factuellement, là on le voit, hein, ne serait-ce qu'en France, un usage qui se développe de façon importante, quelle doit être selon vous la réponse politique à ce qui se joue aujourd'hui ? C'est très complexe parce que ça va aller taper... Bon, d'abord, ça sort partiellement de mon domaine de compétences, mais ça va aller taper dans le sujet de l'éducation. Ça va aller taper dans le sujet de la régulation des GAFA en Europe, ce qui est un problème épineux. Et là encore, on retombe sur la question de l'unité des Européens, parce que pour le moment, ils ne font pas cause commune sur ce genre de sujet. Donc ça va aussi retomber sur la capacité de pédagogie des gens qui pensent que les Européens devraient faire cause commune dans leur propre intérêt sur ce genre de sujet. Ça va aller toucher à la gestion de nos propres investissements. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut refuser totalement l'IA maintenant que le coup est parti? Je ne pense pas. Est-ce qu'on peut essayer d'avoir nos propres outils, de limiter une partie des usages qui nous paraissent néfastes, etc. Ça, je pense que oui, il faut le faire. Et puis, vous avez un vrai sujet d'allocation des moyens. Donc, l'autre jour, j'ai comparé l'argent qu'on allait mettre dans l'IA, enfin, qu'on souhaitait mettre dans l'IA, plus exactement, du point de vue de M. Macron, et l'argent qu'on mettait dans la gestion de nos forêts, en disant, regardez, c'est 100 milliards dans l'IA, c'est ça les investissements qu'on a envie de faire. La gestion des forêts publiques, aujourd'hui, enfin de l'ONF, c'est 1 milliard par an, 1%, pour gérer 10% du territoire français. Bon. Donc, je dis, est-ce qu'on vraiment, dans un monde dans lequel on ne va pas pouvoir tout faire, est-ce qu'on réfléchit bien? Et là, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la séparation entre les 10 ou 20% de l'élite et les 80% restants. Moi, je pense qu'il y a aussi une partie de l'élite qui se dit, tiens, ça, c'est le dernier gadget à la mode. Moi, j'ai pas faim, j'ai pas froid. Mon patrimoine et mon statut me préservent raisonnablement de l'avenir. Ça a l'air rigolo, ce truc-là. Les forêts, je m'en fous un peu, parce que je pense que je vais très bien survivre et qu'il y en aura toujours, je sais pas quoi. Donc, occupons-nous de l'IA. Mais c'est un peu avancer sans réfléchir, pour moi. Pour terminer, il nous reste quand même quelques minutes et c'est quand même un point important. Je voulais qu'on fasse un point sur la question des États-Unis. On en parlait tout à l'heure. J'ai 3 points que je veux voir avec vous. La question de la recherche, la question de l'effet potentiel de mimétisme entre les États du monde entier avec certaines mesures mises en place par Trump et une question sur les droits de douane. On verra si on a le temps de voir les 3, mais c'est ces 3 points qui me paraissent importants. Déjà, l'un des sujets les plus brûlants dans tout ça, c'est le démantèlement et une censure importante de la recherche scientifique en matière d'environnement. C'est aussi d'ailleurs des réductions de budget, des licenciements massifs dans certaines agences sur les sujets environnementaux aux États-Unis. Quel regard déjà est-ce que vous portez sur ça ? Alors, je porte un regard confus, pour ne rien vous cacher, parce que je n'ai pas été passer les heures qui seraient nécessaires à passer pour savoir combien est-ce que les actions de Trump peuvent aller jusqu'au bout ou pas. Parce que, comme vous le savez probablement, une bonne partie de ces décrets sont attaqués en justice. Alors, ce n'est pas parce que vous attaquez le décret en justice que c'est sans effet. Des fois, les effets sont immédiats et la réparation est lente. Si, par exemple, vous détruisez des données, vous avez beau perdre en justice. Oui. Ce que je sais, c'est que la moitié de la recherche dans les disciplines qui
permettre l'étude du climat mondial et son évolution sous l'effet des activités humaines, la moitié de cette recherche est faite aux États-Unis. Donc c'est eux qui ont les plus gros laboratoires d'océanographie, c'est eux qui ont les plus gros laboratoires. La série historique sur le CO2 dans l'air, c'est un observatoire américain qui est à Hawaï, à Manaus, etc. Donc en fait, ils ont des séries longues, par exemple, sur l'épaisseur de la banquise, tout simplement parce que les sous-marins nucléaires stratégiques américains se baladaient en dessous, ils voulaient savoir s'ils pourraient faire surface. Donc ils mesurent ça depuis les années 70. Enfin bon, bref, ils ont énormément de satellites d'observation. Enfin bon, bref. Donc ils ont une bonne partie de la... Et ça, si Trump dit je vais arrêter de le financer, ça peut faire mal à la cause mondiale sur la recherche, sur les sujets qui concernent le climat, c'est très clair. Après, mais encore une fois, je ne connais pas l'effet de long terme, parce que par exemple, comme dans toute démocratie, Trump ne décide pas des budgets. Les budgets, c'est le Parlement. Donc pour le moment, il a gelé des crédits, il a gelé des... etc. Mais la décision finale ne lui revient pas. Et pour être très franc, je n'ai pas regardé ça suffisamment près pour savoir jusqu'où il allait faire entre de gros dégâts. Entre les effets d'annonce et la réalité de ce qui reste. Jusqu'où il allait faire de gros dégâts ou pas, et à quelle échéance. L'autre sujet, c'était la question de cette forme de mimétisme ou cette crainte de mimétisme. Je m'explique, entre les mesures qui ont été mises en place, on ne va pas revenir dessus, mais aussi certains éléments comme la sortie des États-Unis des accords de Paris, ce qu'il avait déjà fait à l'époque, mais qu'il a refait du coup ici. Il y a cette crainte que d'autres États se disent bon, bah, vu qu'eux ne font pas d'efforts, on ne va pas faire d'efforts. Est-ce que c'est une crainte qui vous paraît justifiée et comment est-ce que vous voyez ce risque de mimétisme? Alors, moi, cette crainte me paraît pas fondamentalement majeure. Alors, le monde se porte toujours mieux, même si j'ai toujours dit que c'était pas là que ça se passait, avec des réunions onusiennes où on discute du problème, que sans ces réunions. Mais avec, par ailleurs, un petit effet de bord, c'est que du coup, les gens attendent un miracle de la réunion onusienne. Moi, depuis que je m'intéresse au climat, j'ai vu beaucoup de gens, pas mal de journalistes du reste, dire « Alors, il ne se passe rien à la COP ». Oui, mais la COP, ce n'est pas le maître du monde. Je veux dire, on est dans un monde où, depuis le traité de Westphalie, les États sont souverains, donc les choses se passent au niveau des États, avec une exception en Europe, qui est une construction supranationale, il n'y en a pas deux dans le monde comme ça, mais bon. Mais sinon, les choses se passent au niveau des États. Donc, ce qui se passe à la COP, c'est qu'on se cause, mais on décide pas de grand-chose. En fait, on entérine ce que les gens sont déjà prêts à faire. Alors, il y a un tout petit effet d'émulation quand même, mais bon. Il n'y a pas non plus d'effet contraignant pour dire les choses aussi sur, sur les choses. Donc, mais c'est normal, il n'y a pas de maître du monde. Pour que ce soit contraignant, il faut qu'il y ait un maître du monde. Il n'y en a pas, donc ça ne peut pas être contraignant. Ce qui se passe en pratique, c'est que souvent, à la limite des négociations bilatérales entre la Chine et les États-Unis, qui à eux deux représentent la moitié des émissions mondiales, pourraient avoir un effet plus important que... Bon. Alors, Trump sort des accords de Paris. Bon, très bien. En fait, les États-Unis, ils ne sont jamais vraiment rentrés. Non, mais je veux dire, moi, j'ai été à plusieurs COP. L'émissaire américain, il était connu pour arriver en disant, nous, on fera rien. Enfin, pas rien. Rien. On signe si vous voulez, mais on ne va pas forcément... Donc, ils sont dans la Convention climat, ils viennent, voilà, ils saluent la louche de tout le monde, mais en pratique, ils ne font pas grand-chose. Enfin, ou plus exactement, ils disent qu'ils ne vont pas faire grand-chose. Mais il faut savoir quand même que les émissions des États-Unis sont passées par un maximum en 2008, exactement comme les émissions européennes. Décidément. 2007, 2008, ça a été c'est le pic de production du pétrole conventionnel dans le monde. Donc, voilà. Et depuis 2008, les émissions américaines baissent. Voilà. Elles ont même baissé plus vite sous Trump que sous Obama. La production domestique de pétrole a considérablement augmenté sous Obama. Voilà. Donc moi, les États-Unis... Je suis un peu comme Saint Thomas, je vois ce qui se passe, les grandes déclarations, les grands martèlements de poitrine, là, dans un sens comme dans l'autre. Je suis... voilà. Ça ne veut pas dire que j'aurais envie de partir en vacances avec Trump, mais je veux dire, entre ce qu'il dit et ce qui va vraiment se passer, dans les actes, c'est pas là que ça se joue. Ça se joue au niveau des entreprises, ça se joue au niveau des États fédérés, ça se joue au niveau des villes, ça se joue au niveau des avancées technologiques ou au contraire des reculs technologiques, ça se joue au niveau de l'économie et du pouvoir d'achat des gens. Il y a quand même des mesures qui peuvent avoir un impact sur des mesures sur la question des centrales à charbon, sur des questions des normes. Oui, mais ça reste marginal. Le passage du charbon au gaz aux États-Unis a été fait très largement sous la pression de la baisse du prix du gaz, qui a rendu le gaz plus économique pour la production électrique. Et tant qu'il en sera ainsi, le gaz dominera dans la production électrique. Il y a une logique économique. Il y a une logique économique. Les États-Unis écrasent tout le reste.
Et dernière question que j'avais sur Trump et sur les États-Unis. Alors là, pareil, entre les annonces et finalement les suspensions par la justice et les rétablissements temporaires, il faudra voir à quoi ça ressemble d'ici la diffusion de la vidéo. Mais c'est sur la question des droits de douane imposés par Donald Trump partout dans le monde. Là aussi, sans aller sur les autres sujets, même l'impact économique, sur la question climatique, quel regard est-ce que vous portez sur cet impact potentiel? Alors, j'avais fait un petit post un peu ironique quand il a commencé à tirer tous azimuts avec ses droits de douane, la Trump, en disant que finalement, il avait peut-être le plus grand ami du climat qu'il soit, parce que si en collant des droits de douane partout, il ralentit le commerce mondial et qu'il fait décélérer l'économie mondiale, il fera énormément pour les émissions de gaz à effet de serre. Donc, peut-être que finalement, ça va être un grand ami du climat. On ne sait pas. Voilà, donc, non, c'est la seule remarque que j'avais faite. Moi, je ne suis pas suffisamment un spécialiste des droits de douane pour aller regarder ça dans le détail. Ce qui est sûr, aujourd'hui, c'est qu'on vit dans une économie qui est tellement mondialisée que, je le redis, il n'y a pas une chaîne de valeur. Il n'y a pas un objet fabriqué de bout en bout, depuis la mine jusqu'à sa fabrication finale, qui échappe à la mondialisation. Pas un, d'accord ? Donc, ça veut dire que si vous freinez la mondialisation en mettant des droits de douane partout, vous freinez l'économie. Voilà, ça c'est sûr. Ce qui, pour le moment, est une des choses qui marchent pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. Donc, sur le strict plan climatique, même si ça n'arrange pas d'autres personnes pour d'autres raisons, cet acte-là ne produira pas d'effet dans le mauvais sens. Merci beaucoup, Jean-Marc Jancovici. Merci à vous.